Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle. C'est non. Tu viens de me voir, c'est une merde, Noé. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et vous me parlez travelling et gros plans. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vive le cinéma! Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, Cannes, jour 5. Au programme de ma compétition parallèle spéciale à laquelle je suis, comme vous le savez, désormais le seul à avoir accès sur la foi de la qualité exceptionnelle de tout ce que je produis avec ma langue, la cringène de la cringe-tic. Hier, j'ai pu voir Elle, le silence et moi de Francis Clint Scorsese, 84 ans. Un drame intimiste sur Maestro, un réalisateur octogénaire qui se lie d'une amitié pure avec Iris, une étudiante en cinéma de 19 ans. Comme je vous le disais, le film comporte 14 scènes où Iris se change par hasard, blablabla. Globalement, elle est toujours à poil. Le mot regard apparaît 23 fois, j'ai noté dans le dossier de presse, le mot consentement 0. Skorsenberg a expliqué en conférence de presse qu'il s'agissait d'un film sur la transmission. On lui a demandé transmission de quoi, il a souri, il n'a pas répondu. Quelqu'un dans la salle a hurlé de MST. J'ai ri, ou j'ai pleuré, ou les deux. Bref, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aller voir Take over Fjorden, Brouillard sur le fjord, d'Astrid Lindquist. C'est un film de Norvège de 2h54. Une femme retourne dans le village pêcheur de son enfance pour y découvrir tardivement son homosexualité refoulée, qui s'incarne dans la personne de Liv, 84 ans, gardienne de phare jouée par la propre mère de la réalisatrice. L'actrice principale n'a pas été invitée à la conférence de presse pour cause de dépression résistante. Écoute, résistante. C'est un beau programme, hein. Bah écoute, ouais, je vous dirai ça quand je l'aurai vu. J'espère que tu auras une deuxième semaine de compétition un peu plus fun. Oui, mais je sais pas s'ils ont prévu des... On découvre jour après jour. Oui, parce que c'est une surprise à chaque fois. C'est toujours une surprise. Particulier bonne, pas compétition. forcément, mais c'est toujours une surprise. Comment ça, les amis? Ça va super. Ça va bien. La super pêche. Le 5e jour, c'est là que ça commence à être bon. Simon commence à avoir un pantone de films en noir et blanc. Peu contrasté. Oui, non, mais il faut dire que moi, je me suis dit, on n'a qu'une vie, la preuve. Et tout simplement, non, j'ai fait deux soirs d'affilée, des séances de minuit. Et ce matin, il y avait une séance de 3h15 d'un film japonais. Donc je suis dans un espèce ce qu'on pourrait appeler un entre-deux. Et bien justement au programme aujourd'hui, un film de plus dans le Cannes Virginie Efira Cinematic Extended Universe, un film de plus dans le Cannes Léa Seydoux Cinematic Extended Universe, des zombies baveux, des soirées queer agitées et des exorcistes partouzards. Mais on commence par un des thèmes favoris du festival, toute époque confondue, la Fifi à son papa. Après avoir été assez injustement bazardé en Cannes première en 2022 avec Asbestas, Rodrigo Sorogoyen revient cette fois en compétition avec L'être aimé. Esteban Martinez est un réalisateur de cinéma renommé, connu tant pour ses œuvres que pour son passé marqué par la violence et les excès. Sous prétexte de vouloir améliorer sa situation professionnelle, il engage sa fille, l'actrice Emilia, pour son nouveau projet. La collaboration sur le plateau de tournage les rapproche à nouveau sur le plan personnel, mais ravive également des tensions familiales longtemps mises sous le boisseau. Nous vous en parlons aujourd'hui car le film sort en salle au moment où nous parlons. Nous l'avons vu pour une grande partie avant le festival à Paris. Est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas? Ah oui, tout à fait. Évidemment. C'est un film qui a été très montré à la presse justement parce qu'il sortait pendant le festival et qu'il y a eu des interviews qui ont été faites en amont à Paris. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, je le place, nous avons eu la chance de nous entretenir avec Rodrigo Sorogoyen. L'interview est d'ailleurs disponible dès maintenant. Voilà. C'est une interview où il revient notamment sur la jeunesse du projet et il raconte un élément de mise en scène. Et vous savez quoi? Je m'approprie le premier tour de table. Et laisse-moi préciser tout de même que les acteurs sont Javier Bardem et Victoria Luengo, et je te lance, Arthur, sur ce premier tour de table. Sur ce premier tour de table, parce que c'est un film qui est que je trouve totalement fou, qui détonne un peu de ce que l'on pense connaître de Sorogoyen, mais en fait c'est parce que les gens partent du principe que Sorogoyen c'est Asbestas, à la limite El Reno, et c'est tout. Alors que quand on regarde ce qu'il a fait dernièrement, et notamment avec sa dernière série Arte dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, Los Años Nuevos, on voit bien qu'il essaye de prendre un virage pour se détacher un peu du genre, alors genre entre guillemets, pour se détacher du thriller, pour aller vers le mélodrame et essayer de réunir les deux. Los Años Nuevos, c'était vraiment du pur mélo. Celui-ci, il se place dans un territoire un peu différent. On est donc sur une relation père-fille qui se traduit à travers un tournage de film, mais comme le raconte justement Sorogoyen
dans l'entretien que j'ai pu faire avec lui, il utilise des dispositifs filmiques un peu à part pour donner vie à des scènes qui ont un rythme, qui ont une tronche différente. Je m'arrêterai juste sur ça pour ce premier tour de... Moi, je trouve que c'est un film exceptionnel, mais je développerai un peu plus tard. La scène d'introduction est une scène de dialogue au restaurant entre le père et la fille qui dure 20 minutes, je dirais approximativement. Ouais, vraiment longue. Vous avez jamais vu une scène de dialogue comme celle-là. C'est-à-dire que quand on y réfléchit, on a l'impression que c'est qu'un simple chant contre chant, mais à chaque fois, la caméra bouge, elle n'est pas exactement au même endroit, ce qui va devant est pas exactement la même chose, et surtout, il y a quelque chose qui se passe au niveau du rythme et du montage. Et bien ça, c'est parce que Sorogoyen a utilisé un dispositif filmique à part, qu'il va reproduire plusieurs fois dans le film. Je vous en dis pas plus, vous pourrez écouter l'interview, mais ça traduit sa volonté d'essayer de faire du mélo différemment, et pour moi, il le fait brillamment. Sophie. Pour moi, le mélo différemment, il le faisait déjà, notamment avec Madré, qui reste encore aujourd'hui pour moi son plus grand film. Je trouve qu'il a justement réussi à avoir cet équilibre parfait, et le déséquilibre, c'est souvent ce qui pêche chez moi en ce qui concerne Sorogoyen. Autant je trouve que tout son travail est remarquable, mais remarquable à plein d'aspects, mais de temps en temps je trouve que c'est la balance qui pêche un peu. C'était déjà le cas, en tout cas pour moi, sur Asbestas, avec deux parties un peu distinctes et une beaucoup plus forte que l'autre, notamment la première. Et là, le déséquilibrage se fait pas en termes de parties, mais vraiment en termes de temps accordé à chaque histoire d'un point de vue narratif. C'est-à-dire que c'est un film qui joue beaucoup sur l'accumulation, qui joue sur l'accumulation de thématiques, l'accumulation de lignes de dialogue qui se chevauchent, mais aussi de personnages qu'on va voir apparaître puis disparaître. Et en fait, j'ai l'impression que y a parfois, à cause de cette accumulation, des sujets qui sont un petit peu moins bien traités, parfois survolés, et qui du coup embourbent un peu le projet, qui le rendent un petit peu au final aseptisé d'un point de vue émotionnel. Par exemple, sur cette figure du réalisateur qui a été violent, le rapport avec sa productrice jouée par Marina Foïs. Et en fait, il y a deux scènes. Et moi, j'en veux plus, ou j'en veux pas. Mais je veux pas, juste deux petites scènes qui se baladent comme ça. Et en fait, il y a plein de choses comme ça. Et au milieu de ça, et ça, je te rejoins, Arthur, il y a 3 grandes scènes de cinéma. Il y a la première, il y a celle ce que j'ai appelé du fou rire, et il y a une scène de sandwich. Je l'ai nommée comme ça. Elles ont peut-être pas été nommées comme ça, mais voilà. Il y a 3 gros morceaux de cinéma qui sont au final, pour moi, pollués par plein de petits trucs dont j'avais vraiment pas besoin. Notamment Marina, ou beaucoup plus. Mais pour moi, il y a un petit déséquilibre, et donc voilà. Donc ça reste un très bon film, parce que c'est Sorogoyen. Alexis. Je suis plutôt enthousiaste sur le film. Une fois de plus, je trouve que Sorogoyen témoigne d'un talent de metteur en scène proprement spectaculaire. C'est quelqu'un qui maîtrise à la perfection tous les éléments du langage cinématographique et qui en fait la démonstration ici. Tu parlais de la scène d'ouverture, Arthur, et tu as totalement raison, c'est une scène qui est absolument impeccable en termes de rythme, de découpage, de montage. Elle nous fait rentrer immédiatement dans la psychologie des personnages et on n'en sortira plus jamais en vérité. Et puis il y a des grands moments de tension. C'est vraiment un cinéaste de la tension, Sorogoyen. C'est quelqu'un qui sait jouer sur la dilatation temporelle pour retarder encore et toujours le moment où tout va exploser, où les coutures vont péter et où on va vraiment rentrer dans l'affrontement. D'ailleurs, on y rentre jamais complètement dans ce film-là. C'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que tu sens que tous les personnages en ont encore sous le capot, même quand ils s'énervent, même quand les nerfs montent. Tu sens qu'on n'est jamais complètement dans la franchise, dans la sincérité. C'est un film sur des gens qui portent des masques, qui sont troubles, qui disent pas la vérité, qui ne se parlent pas vraiment, qui n'arrivent pas à se parler pour de vrai. Néanmoins, je partage aussi la réserve de Sophie, et à vrai dire, c'est déjà un souci qu'on pouvait relever dans Asbestas. Asbestas est un film par bien des égards exceptionnel, mais qui a clairement une partie plus faible que les autres. Qui était en l'occurrence le dernier acte, où d'un seul coup tu sens que, en termes d'écriture et notamment d'écriture de dialogue, la machine qui jusque-là tournait à la perfection commence à sérieusement s'enrayer, à se répéter, et c'est dommage parce que ça fait que tu sors du film en n'ayant pas l'impression d'être resté sous la cloche d'angoisse qu'il avait réussi à constituer. Là, le constat est un peu différent parce que, comme le disait Sophie, le film est très dense, il veut aborder beaucoup d'éléments, il veut aborder beaucoup d'intrigues, et il y a un moment, soit tu te tiens à cette durée de 2h15, et il va falloir retrancher parce qu'il y a des choses qui ne sont pas abouties, qui ne vont pas au bout et qui encombrent le film, soit, et je pense que Rodrigo Sorogoyen a le talent nécessaire pour ça, soit tu décides que tu ne tranches pas avec la radicalité de ton dispositif et tu fais un film de 3 heures. Et dans ce cas-là, tu vas au bout de tout et tu développes tout et tu conclus
tous les arcs que tu as lancés au début. Et Sorogoyen fait un choix d'entre-deux. Et l'entre-deux, c'est rarement bon signe. Et donc, ouais, moi, c'est ma grosse frustration sur le film. C'est que à peu près tout ce qu'il sème m'intéresse, voire me passionne, mais tout n'est pas résolu. Et donc, je sors du film, malheureusement, je suis frustré. Je ne peux pas être plus en désaccord avec Alexis, je pense. Je crois que ce film est justement vraiment une progression, s'il était encore possible de progresser pour Sorogoyen après Asbestas, que je considère comme vraiment un immense film, si ce n'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai adoré L'être aimé, et je trouve que déployer ce niveau-là de cinéma à tous les instants, c'est-à-dire avec tous les outils de la palette, littéralement tous, la caméra, la lumière, le format de l'image, la musique, les comédiens, la durée des plans, le montage, tout est utilisé. Et c'est une espèce et pas du tout de manière virtuose, mais tout est utilisé au contraire de façon extrêmement organique pour aboutir à un film qui, pour moi, est vraiment d'un très 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 haut niveau. Et au moment où j'en parle, pense que je vais revoir ma note. Je voulais lui mettre un 4, mais je pense que je vais revoir, comme je l'ai vu il y a un peu longtemps, je vais revoir ma note vers le haut. Je le dis d'autant plus volontiers que j'y allais un peu à reculons, parce que si vous avez écouté notamment nos épisodes Canois l'année dernière, moi les films qui utilisent le cinéma pour parler de relations familiales, je suis relativement méfiant, si ce n'est un peu circonspect, parce que je trouve que c'est une sorte de mise en abîme de la figure du réalisateur qui en général est un peu narcissique et m'intéresse relativement peu. Mais sauf que là, ma foi, c'est tellement viscéral, c'est-à-dire que on est tellement dans une sorte de plongée en apnée, à la fois dans ce rapport père-fille qui, comme le dit assez justement Sophie, bascule, et on va basculer d'un point de vue à l'autre, parfois de manière assez brutale d'ailleurs tout au long du film, mais de façon jamais attendue. Je peux partager par exemple ton point de vue sur l'arc de Marina Foïs, qui est assez peu intéressant, mais qui pour moi ne m'intéresse pas beaucoup plus que ça, parce que c'est tellement pas ça le sujet central du film. C'est bien ce que je lui reproche. Voilà. Oui, mais c'est pas grave, parce que c'est un des autres aspects qui permet d'éclairer et de décaler un peu l'éclairage sur la figure extrêmement complexe de ce réalisateur, qui est interprété par un Javier Bardem qui, à mon avis, mérite un prix d'interprétation tellement... Il est bon, il est invraisemblable. Et c'est pas la première fois. Ah non, il me bute, mais littéralement. C'est-à-dire que déployer ce niveau de jeu, de cette finesse-là, tout ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire dans les micro-expressions, dans la capacité de changement, d'état d'esprit, dans la transmission d'émotions complexes, mais quelle maestria là aussi. Et sans vouloir du tout par exemple, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas le comparer au film de Joachim Trier, que moi je n'aime pas du tout, et je trouve que là pour le coup c'est une démonstration de force qui vient écraser littéralement l'entreprise de Joachim Trier, que je trouve d'un seul coup encore plus étriquée que je la trouvais. Moi j'ai l'inverse. Moi justement, parce que le Sorogoyen malheureusement m'a laissé complètement froide émotionnellement. Mais alors rien, c'est-à-dire que j'ai été sèche, et notamment parce qu'on n'a pas complètement parlé de la figure de ce réalisateur, où j'ai entendu dire, en tout cas par des collègues journalistes, que c'était plus ou moins autobiographique, mais en tout cas qu'il y avait beaucoup de lui dans ce personnage-là, ce qui me gêne un tout petit peu, du coup, mais à vérifier, c'est pour ça que je mets des petites pincettes. Mais du coup, cette figure violente du cinéma actuel, à qui globalement on passe tout, et au final le temps passe sur ce mec, les petits scandales passent, les équipes se succèdent. Moi j'ai un petit goût amer là-dessus, parce que je trouve que peut-être le film est pas assez radical sur ça. Alors pardon, excuse-moi, je rebondis là-dessus. Je suis vraiment pas d'accord avec ton analyse là, à ce niveau-là, parce que au contraire, dans Valeurs sentimentales, on est face à un mec qui est quand même globalement assez toxique lui aussi, mais lui on lui en portera jamais rigueur. À la limite, il y a ces filles qui vont lui dire oh quand même t'es pas très sympa, mais jamais t'as des gens du tournage qui vont parler, parce que de toute façon le tournage n'existe pas, c'est pas le sujet du film. C'est ça. Tu vas jamais avoir des gens qui vont de la presse, à un moment il va y avoir une séance de junket dans Valeurs sentimentales, mais on va lui poser la question, mais il rebondit pas trop. Là le film c'est vraiment sur la toxicité d'un cinéaste confronté à un tournage, et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que justement il est confronté aux réponses des autres, il est confronté à comment les acteurs réagissent, comment les techniciens et les techniciennes réagissent, et le courage des gens qui arrivent malgré tout à s'opposer malgré le poids du patriarcat, et à celles et ceux qui ne peuvent pas et qui n'y arriveront pas, mais qui y pensent tout autant. Mais au final il n'y a pas de conséquences. Et juste, alors moi je veux bien qu'on compare avec Valeurs sentimentales, parce qu'il y a des thématiques très communes, et notamment une trame de fond commune. Ça ne parle pas du tout de la même chose, hein. Il y en a un, c'est vraiment du point de vue de la fille à 100%,
100% une actrice qui est pas sur le tournage. Enfin, je veux dire, ça, on peut juste les mettre en parallèle parce que c'est juste deux films qui parlent de papa réalisateur, fille actrice. Mais à part ça, ça n'a Avec un film qui a été écrit pour la fille. Mais Bon, bref, non, mais on va c'est pas très fécond. c'est pas très fécond de jouer au jeu des différences. parce qu'il y en a un qui ne parle pas de la toxicité du réalisateur sur le plateau. Là, c'est littéralement on peut le régler sujet. la question surtout très vite. Valeur sentimentale est un film qui parle pas de cinéma. C'est pas son sujet. C'est pas son sujet. Il utilise le cinéma pour raconter son sujet, qui est une relation toxique entre un père et une fille. Et ça pourrait être n'importe quel milieu. Ça pourrait être le théâtre, tout aussi bien. Ça pourrait être le monde de la musique. C'est pas le cinéma l'enjeu. Là, pour le coup, ça l'est. Et ça, moi, c'est un des trucs qui m'intéresse énormément dans le film de Sorogoyen, c'est que justement, tu disais, Nicolas, que on va toujours à reculons voir des films qui parlent de cinéma. Moi, pour le coup, je rejoins ton sentiment, mais pour une raison diverse. C'est que souvent, les films qui prétendent parler de cinéma n'en parlent pas. C'est le cas du film de Sam Mendes, le très mauvais Empire of Light, parce que Empire of Light, c'est un film qui te dit on va te montrer ce que c'est que de vivre intimement le cinéma en tant que spectateur. Et en fait, tout ce qu'il est capable de faire, c'est de nous dire oh là là, il y a de la lumière, c'est vachement joli. Il n'est pas capable de creuser plus que ça. Bon, bah, Sorogoyen, pour le coup, il va dans le concret. Il va sur le plateau, il te dit voilà, un cinéaste, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est à un endroit spécifique, à un moment spécifique, et qui va imposer des choses à son entourage pour satisfaire sa vision. Même si on est le cinéaste le plus gentil et le plus tendre et le moins toxique du monde, de fait, la posture même du cinéaste porte en elle quelque chose qui relève de la perversité et de la toxicité. Et ça, c'est ce que je trouve très réussi dans le film. C'est que Sorogoyen nous montre, pour le coup, un personnage qui est indubitablement un connard toxique, mais la grande question que le film laisse à mon sens en suspens et qui moi me tourne dans la tête pas mal depuis que j'ai vu le film, c'est fondamentalement si ce gars-là avait été capable à un moment de se remettre en question, avait été capable de changer, avait été capable de comprendre que sa nature obsessionnelle et névrosée fait qu'il torture son entourage et à commencer par sa fille. Est-ce que ce personnage-là aurait pu malgré tout, se dépareiller de la toxicité ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la façon même qu'on a d'organiser la création cinématographique qui porte en elle ce truc-là ? Et qu'un cinéaste ait le courage de dire ça, et donc de questionner son métier, de questionner son parcours, ça, pour le coup, je trouve ça assez courageux. Mais moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, je trouve que le film montre quand même que ce type est dans une impasse de fin de carrière, dans une impasse de fin de dernière partie de sa vie, et qu'il est en train d'abandonner et de perdre tout ce qui a pu faire de lui et un père et un réalisateur. Et c'est quand même ça que nous raconte le film. Moi, je voudrais citer juste deux scènes, et je te donnerai la parole pour conclure, Arthur. Il y a quand même une scène en plein milieu du film qui est absolument incroyable, de tournage d'une scène qui se passe mal que pour les mauvaises raisons, et qui va être un point de bascule, qui dure 20 minutes, et qui est un morceau d'anthologie. Cette scène, moi j'ai envie de la revoir, j'ai envie de faire des arrêts sur image. Et pourtant elle est dure à regarder. Et elle est très très dure à regarder. Et moi je vais vous donner un autre exemple, et qui là aussi montre le talent et le génie de Sorogoyen. Il y a une scène incroyable qui est vraiment d'une simplicité, mais d'une naïveté presque, tant elle est simple. C'est Bardem qui est à la cafétéria en train de bouffer avec sa famille, et on vient de lui envoyer la musique et les premières notes de la musique de son film. Il le met les écouteurs, et là, sa fille, avec qui ça commence à être tendu, arrive de la douche et va au self pour se servir. Il n'y a plus aucun bruit. J'étais en larmes, c'est-à-dire d'être capable de susciter de l'émotion avec juste cette idée de montage, de superposition, et pas une ligne de dialogue pour pourtant un moment qui dit tellement de choses sur ce qui est en train de se passer, sur le regard qu'il est en train de porter et d'évoluer sur sa fille. Si ça c'est pas du génie, je sais pas ce que c'est. Arthur. Pour conclure, j'ai lu pas mal de gens, en tout cas quand je sortais des projections presse, beaucoup de gens m'ont fait ce retour il y a des effets de style un peu chichiteux. Il y a des moments où on change de format, où l'image devient en noir et blanc sans qu'on comprenne pourquoi. En fait, moi j'ai beaucoup réfléchi à quel moment ça intervenait, et pour moi il veut raconter quelque chose. Alors peut-être que l'effet de style en lui-même est un peu lourd, mais pour moi ce sont toujours à des moments où les personnages doivent devenir les acteurs de leur propre vie, dans le sens où, un peu comme ce que tu disais Alexis tout à l'heure, il y a quand on est face à une caméra, action, je joue la comédie, et il y a dans la vraie vie quand je dois faire semblant de ne pas être ému de la phrase que tu dois me dire, donc je dois jouer la comédie, je dois ne pas réagir et ne pas devenir en colère par rapport à ce que vous êtes en train de dire sur mon père, donc je ne dis rien, je suis en train de rentrer dans un rôle. Sorogoyen montre qu'en fait le cinéma c'est dans le quotidien, c'est aussi dans notre quotidien à tous, quand bien même effectivement tu as raison Alexis, c'est évidemment un film sur l'entreprise cinématographique, c'est aussi un film qui te raconte à quel point on se met tous des masques
au quotidien pour vivre et pour interagir. Et donc en fait le cinéma fait partie de la vie. Bref, c'est un film que moi je trouve vraiment très grand. Et tu vois, j'hésite à aller le revoir dans les rattrapages de la fin de compétition. Pour le revoir et je pense que c'est un film qui va grandir et qui va grandir encore. Le film L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen avec Javier Bardem et Victoria Luengo. Moi, j'ai pas de problème avec les prénoms, Alexis, qu'est-ce que tu racontes ? Et d'ailleurs, on n'en parlait pas du tout à l'heure avec Jason Freeman. Jason Freeman, tout à fait, le réalisateur de Club Kid. De Soup Kid. On n'a pas parlé d'elle, mais elle est exceptionnelle. Hein. Elle est super. Victoria Luengo qu'on connaît un peu moins, mais elle est incroyable. Très rapidement, un petit tour de palmomètre, Sophie. Meilleur acteur. Ça pourrait être meilleur acteur, ça pourrait être mise en scène, ça pourrait être scénario, ça pourrait être grand prix du jury, ça pourrait être presque même être une palme. Ouais, d'autant plus je pense que ça peut être une palme parce que c'est un film qui parle de cinéma. Ça veut dire que c'est un film qui va résonner intimement avec l'expérience des membres du jury, ce qui est un petit peu triché en vrai, mais du coup et qui est très moderne du coup par son prisme de la toxicité. Moi, et tout, donc je pense qu'il n'y a pas un prix dans le palmarès final pour lequel le film n'est pas éligible en théorie. Bien sûr, voilà. Je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec Alexis. Moi je le vois bien palme et à minima un prix d'interprétation grandement mérité pour Javier Bardem. Et du coup, puisque c'est une histoire de fille et de papa, tu sais, vous connaissez Paul qui demande à son papa, papa, c'est quoi entre les jambes de maman ? C'est la porte du paradis, mon enfant. Papa, c'est quoi entre tes jambes ? C'est la clé qui ouvre la porte du paradis, mon enfant. Papa, tu ferais bien de changer la serrure parce que le voisin elle double. Alors, la lourdeur. La finesse. La lourdeur en débardeur, ce qui est le cas par ailleurs. Il avait emporté le prix du scénario en 2021 pour Drive My Car. Le japonais Ryusuke Hamaguchi se lance cette année dans le drame réalisé en français avec Virginie Efira dans un concours avec Ashghar Farhadi dont personne ne connaît les véritables enjeux. Dans Soudain, c'est 6 mois une théorie. Dans Soudain, la directrice d'une maison de retraite de la banlieue parisienne tente de mettre en place une méthode de soins bienveillante appelée Humanitude malgré les résistances. Sa vie bascule lorsqu'elle rencontre une dramaturge japonaise en phase terminale de cancer, Mari Morisaki. Simon, puisque nous ne t'avons pas entendu sur le Sorogoyen, parle-nous du Hamaguchi. Pour moi, ce film, c'est un bleu de clin. Ce que je veux dire par là, c'est que quand t'es enfant, quand t'es ado, on t'explique, il y a un mec qui a fait un tableau bleu. Et là, tu fais, on va se calmer, on va se détendre. Les monochromes aussi, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce truc de branleur d'art contemporain ? Puis t'as de la chance, un jour, tu peux le voir en vrai de tes yeux. Parce que quand tu le vois dans ton cahier d'art plastique, dans ton livre d'histoire de l'art, tu te dis, c'est bleu. Et puis un jour, tu le vois, tu fais « Oh merde, mes yeux n'avaient jamais vu ce bleu. Je ne savais pas que ce bleu existait dans le monde et je n'en verrai plus jamais la couleur bleue de la même manière. » Ce film, c'est ça, parce que moi, tu vois, sur le papier, je me dis... Et j'avais déjà vu et diversement apprécié de pas mal à les précédents films d'Hamaguchi. Enfin là, si tu veux, je sais que c'est une nuit. Ma précédente séance se sera terminée 3 heures plus tôt à 3 heures du mat. 4 heures plus tôt, bref... tard. C'est la fatigue, t'inquiète pas. Tu commences à saigner les oreilles, fais attention. Voilà, non mais je sais que j'aurais peu dormi, que le film dure 3h15, que ça raconte grosso modo le coup de foudre amical et philosophique, pourrait-on dire, entre une directrice d'EHPAD et une dramaturge japonaise aux portes de la mort, et que tout ça se passe donc entre Bibliothèque François Mitterrand, un EHPAD, et les petits monts embrumés de Kyoto. Tu peux pas faire plus cannerie de la canoiserie. Là, la croisette croisouille. C'est volontairement extrêmement construit, particulièrement sophistiqué, intellectuel, mais c'est un bleu de clin parce que non, c'est pas ça que tu vis. Tu ne vis pas un truc fabriqué. Moi, tout ce que je vois et ce que je découvre dans le film, ce sont des choses que j'ai vues ailleurs, que je découvre ici d'un jour nouveau. C'est un type de dialogue, c'est un type d'interaction, c'est un type de coup de foudre amical. C'est une manière de filmer la rencontre, de filmer le dialogue, de filmer le temps qui passe et qui nous échappe, qui m'a roulé dessus comme un juge d'instruction roulerait sur la probité de Nicolas Sarkozy. Non, je trouve que le film est absolument exceptionnel en tout. Je vais en rester là pour ce premier tour de table. Et sinon, on peut peut-être dire que le film, à lui seul, on va dire, légitime qu'on fasse rentrer le massage plantaire dans les disciplines olympiques. Sophie. Quand je regardais ce film... J'avais donc pareil, j'ai même pas réussi à cligner des yeux ou que quand mes yeux étaient trop embués de larmes et qu'il fallait refaire du net. Mais à part ça, comme Isabelle Huppert dans Tata. Exactement, mais tout pareil. Sauf que là, c'était pendant 3h15. Genre vraiment, je n'arrivais pas à détacher mon regard et de temps en temps, parce que le film est long et le film est parfois un peu contemplatif et parfois très dialogué et parfois il fait des digressions sur le capitalisme. Et je m'interrogeais, je me disais, c'est fou, il n'y a rien pour moi dans ce film sur le papier. Comme le disait Simon, il y a quelque chose de...
j'ai pas envie de m'y attarder sur ces personnages qui sont présentés de manière au début un peu académique, par un long dialogue, un espèce de chant contre chant d'une héroïne face à l'adversité, face à son futur. Enfin, vraiment. Et puis je sais pas pourquoi, si c'est ce premier échange entre ces deux femmes, si c'est le rapport de Virginie Efira aux vieilles personnes dans l'EHPAD, à cette volonté tellement utopique d'un rapport au temps et à la mort qui m'a complètement fascinée, mais moi j'ai pas vu passer les 3h15 et j'aurais pu en prendre 2 heures de plus en fait. Et je le dis rarement, mais c'est-à-dire que j'ai même pas eu un petit peu sommeil. J'étais là et j'avais envie de savourer, parce qu'en fait le film, comme il nous fait à plein d'aspects la promesse d'un temps qui va très rapidement s'arrêter. Alors que le film fait 3h15, mais il va s'arrêter pour quelqu'un de malade, il va s'arrêter pour des vieilles personnes, il va s'arrêter parce qu'à un moment le film va s'arrêter, que tu vas devoir les quitter aussi. C'est un film sur le deuil, mais qui questionne la temporalité du deuil. Eh ben ça m'a foudroyée. Ça m'a foudroyée. Je suis capable d'en repleurer là parce que y a une scène qui, je pense, est le plus beau truc que j'ai vu presque au cinéma. C'est un temps de cuisson de nouilles. C'est un petit chronomètre qu'on met sur un téléphone en disant « Ah, ça va faire 2 minutes 30 et les nouilles seront al dente ». Je n'exagère pas. Hein, et dans un paysage magnifique sur lequel on reviendra peut-être. Et en fait, elle continue à parler d'autres choses et on oublie qu'il y a ce chronomètre. On l'oublie parce qu'elle repart sur de la philosophie et dans ce décor incroyable, elle parle de la mort et à un moment, le chronomètre sonne et j'ai fondu en larmes. Parce que ça y est, on nous a rappelé que bientôt, c'était la fin. Et donc, c'est un film absolument incroyablement bouleversant et quasiment parfait. En fait, j'ai jamais vu... mais je suis tellement d'accord avec toi, Simon, sur la métaphore du bleu de Klein. Elle est très bien trouvée. Arthur. C'est une séance qui a permis à Sophie et moi de découvrir qu'on a une malformation, je pense. Je sais pas si vous voyez à quoi ressemble une amande, les amandes qu'on mange, les amandes salées, les amandes grillées. Les glandes lacrymales sont censées faire cette taille-là, au-dessus de l'œil. C'est grand comme une amande. Il y en a au-dessus et en dessous, il y en a 2. 2 paires. Oui, mais c'est pas censé pouvoir délivrer autant d'eau que ce qu'on a vécu pendant les 3 heures avec Sophie. C'est pas normal. Chaud. C'est pas normal. C'est absolument sublime. Je vous rejoins en tout point. Oui, ta comparaison avec le Klein est très juste. C'est une critique que j'ai beaucoup lue depuis que le film a été montré. Nous, on l'a vu le lendemain matin, mais depuis que le film a été montré hier soir, quand je prends la parole là, c'est que le film serait une grande leçon sur le capitalisme un peu débile qui peut plaire aux bourgeois de Cannes. Alors, je pense que c'est passé complètement à côté du sujet, mais c'est un autre sujet. D'abord, j'aimerais revenir sur la genèse du projet. C'est l'adaptation d'échanges épistolaires entre une philosophe atteinte d'un cancer et une anthropologue. À partir du moment où tu adaptes ça, tu pars pas sur un film à la Dardenne. Tu pars pas sur un truc caméra à l'épaule, d'un seul coup on voit la misère en face. Non, on part forcément sur des échanges entre 2 intellectuels. Comment ils décident de l'intégrer dans un scénario ? Eh ben, moi, je l'ai pris vraiment, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je l'ai pris comme un conte philosophique. Je veux dire, c'est pas Candide de Voltaire, mais il y a un truc un petit peu épuré où on sait qu'on est face à un projet utopique. Évidemment qu'il n'y a pas beaucoup d'EHPAD qui peuvent se permettre de faire des ateliers massage de pieds dans l'herbe, qu'il n'y a pas forcément cette volonté de vouloir fusionner les services, etc. comme ça. Mais Puis où la problématique, c'est peut-être qu'on veut trop bien faire les choses. Ouais. Donc, il faut accepter ce postulat-là. Et ça... Premièrement, je comprends absolument que ça puisse pas être le cas de tout le monde. Deuxièmement, tu l'as dit, Simon, et je te rejoins à 100%, et pareil, Sophie, le temps, la manière de délivrer les dialogues très articulés, avec en plus des personnes qui alternent entre le japonais et le français, donc on doit faire attention à la manière dont on discute face à la personne en face de nous, et du coup on prend le temps de discuter amplement. Entre parenthèses, je tiens à dire que si vous avez déjà entendu des interviews de Virginie Efira, elle parle comme ça dans la vraie vie par ailleurs. Elle prend son temps pour chaque phrase et elle articule particulièrement. Josiane approves this message. Bien sûr, tu vois. Et pareil, ça, je sais que ça peut paraître bizarre, ça peut ne pas fonctionner. Moi, je suis rentré dedans très rapidement. Je terminerai ce premier tour de table pour dire que Drive My Car, pour moi, reste son chef-d'œuvre à l'heure actuelle, mais parce que je trouve que Drive My Car, je sais qu'on n'est pas d'accord avec Simon, touchait beaucoup plus à l'émotion telle que le cinéma est habitué à nous montrer. Celui-là est un film à part. Je trouve que celui-là est à part. Et quand on regarde ce qu'a fait Hamaguchi après ça, parce que tout le monde parle de Drive My Car, mais il ne faut pas oublier qu'ensuite il a fait 3 contes et autres fantasy, et puis ensuite il a fait Le mal n'existe pas, et on a vu le chemin qu'il a pris où il allait de plus en plus vers... C'est pas de l'abstraction, mais... C'est du symbolisme. Ouais, du symbolisme de plus en plus, où le symbole prend la part sur l'émotion. Et là, je trouve qu'il a réussi à faire l'acmé de ça. J'ai l'impression que ce film-là, quand bien même je préfère Drive My Car, est peut-être
le sommet de sa carrière à l'instant T, et Dieu sait qu'il peut encore nous faire des dingueries par derrière parce qu'il est jeune, le Hamaguchi, mais c'est une leçon en tout point, et c'est un objet que je n'ai jamais vu au cinéma auparavant. C'est impressionnant. Alexis. En fait, c'est bien de parler de ce film-là parce que ça permet de rétablir un truc qui est important. Dans l'absolu, un film trop long, ça n'existe pas. Il y a les films qui ont une durée juste et il y a les films qui n'ont pas la durée juste. On en reparlera un peu plus tard dans cette émission, mais dans l'absolu, un film de 2 heures, c'est pas très long. Un film de 2 heures qui devrait durer 1h25, c'est insupportable. Ryosuke Hamaguchi, lui, il fait un film de 3h15 qui pourrait durer 6 heures. Mais sans problème. Hein. Ah mais moi je me suis dit, s'il y avait un buffet dans la salle, je me lèverais, j'irais manger. Voilà. Et en fait, le film rentre dans la même catégorie que d'autres très grands films du cinéma, comme Laurence d'Arabie, comme Il était une fois en Amérique, comme d'une certaine façon Le Guerrier de Bong Joon-ho. C'est-à-dire que c'est des films tu sais dès le départ que le voyage va non pas simplement long, mais qui va tellement s'étirer qu'au bout d'un moment, c'est plus toi qui gères le temps. C'est le film qui a posé un cadre temporel et toi t'es dedans et tu te promènes. Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer, voilà. C'est aussi un bon exemple. La Porte du Paradis, pour citer un film du même cinéaste. Et en fait, La Porte des toilettes. Voilà. Non mais en fait, ce qui est très touchant avec le film d'Hamaguchi, c'est que Hamaguchi, il a donc ce rapport au temps qui est d'une grande justesse, c'est-à-dire que le film a la bonne durée, donc à partir de là, c'est ok. Tu passes pas du tout un mauvais moment, tu ne t'ennuies pas, t'es happé par le truc. Et en plus, c'est un film qui a quand même qui témoigne d'un point de vue assez radical et assez beau, d'un bel acte de croyance dans le cinéma, parce que quand t'écris un scénario consensuel, je dis pas un mauvais scénario, mais un scénario qui suit les règles classiques de l'écriture scénaristique, il y a plein de moments qui existent dans la vie que tu vas couper ou que tu vas raccourcir parce qu'il faut que ton scénario avance. Hamaguchi, il fait l'exact inverse. C'est-à-dire que lui, il te dit, en fait, la réalité, à partir du moment où tu poses une caméra, c'est déjà du cinoche. En fait. C'est déjà du cinéma. C'est à portée de main. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais prendre une caméra, je vais la poser, puis je vais regarder ce qui se passe. Je vais capter ce qui se passe. Des fois, tu te demandes si le film est vraiment écrit, en fait. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Il y a des séquences où je me dis, mais ça, il l'a vraiment couché sur du papier, ou juste il a pris ses acteurs, il les a mis dans un EHPAD, il a dit, voilà, vous regardez les infirmiers faire votre travail et je vous filme pendant 40 minutes. Je ne sais pas dans quelle mesure le film est conçu, pensé, ce qui lui donne du coup un naturel assez confondant. Et en plus, moi, c'est pas une limite contre le film, mais c'est une limite contre le fait de le regarder dans un festival. Moi, c'est le genre de film que j'aime pas regarder en festival. Et donc, ça a été quand même un petit obstacle, parce que normalement, un film comme Soudain, je vais le voir à Paris à la première séance du matin, et c'est le seul film que je vois de la journée, et je n'en sors plus jusqu'au lendemain minimum. Bon, là, pour le coup, j'avais vu un film le matin, j'ai embrayé sur Soudain au début de l'après-midi, pire horaire pour voir un film de 3h15. Ah ouais. Et ensuite, je me suis fadé un autre film. Donc, tu n'as pas le temps de laisser le film maturer et grandir en toi, et ça, c'est vraiment dommage. Mais du coup, je suis sorti de la salle et je me sentais très vivant parce que je suis passé par plein d'états. Des fois, j'étais saoulé, j'avais envie de sortir prendre l'air parce que j'étais pas sorti prendre l'air de la journée. Et puis, à d'autres moments, j'étais happé par le film et en fait, je suis sorti, je me suis senti vivant parce que le film m'a chamboulé en permanence. Et ça, c'est en général la marque des grands films. Donc, je pense qu'il est raisonnable de supposer que c'est un grand film. Eh bien, Soudain de Ryosuke Hamaguchi avec Virginie Efira et Tao Okamoto sort le 12 août en France. Un petit tour de palmomètre. Vous m'avez en tout cas donné très envie de le voir alors que j'y allais un peu à reculons. Je pense que j'essaierai de le rattraper d'ici la fin du festival. Sophie. Palme. Voilà, tout simplement, Palme. Moi, je pense qu'il peut à peu près tout choper. Peut-être que là où c'est non, j'allais dire mise en scène, peut-être pas, mais en fait, non, je pense qu'il peut à peu près tout choper aussi. Il peut tout choper. Et peut-être duo d'actrices plutôt que juste un seul prix d'interprétation, parce que les deux ensemble, elles sont vraiment folles. Je pense que c'est un candidat très sérieux pour la Palme d'Or, mais très sérieux. Disons, le film est tellement ample que ça semblerait presque injure que de lui donner autre chose que la Palme d'Or. C'est un peu le sentiment qu'on a en sortant. Mais c'est pas le mourien en vrai. Mais... voilà, mais par contre, double interprétation pour Virginie Efira et Tao Okotamo. Évidemment. Et putain, bien joué, Virginie. Et alors, tu avais d'ailleurs une théorie sur le double rôle de Virginie Efira dans cette compétition ? Non, je me demande si elle a pas voulu nous faire un truc de grand 8. Punaise, si ça se trouve, elle écoute ça, mon Dieu. Virginie, on t'embrasse. Assume ta blague. Assume ta blague. Et je l'ai faite dans un appartement. Et je me demande si à un moment, elle a pas appelé Thierry Frémaux en faisant, bon, écoute, Titi, j'ai un plan. J'ai tourné un truc il y a quelques semaines. C'est un peu spé. C'est le Ashgar Farhadi, c'est mon plan perruque. Tu me le mets début compète. Et 2 jours après, j'arrive avec le Hamaguchi et là, normalement, les gens fument.
Allez, toujours en compétition, un autre sujet dont raffole la Croisette pour mettre tout le monde de bonne humeur, la pédophilie. La réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer fait tourner Léa Seydoux dans le rôle de Lucie, célèbre pianiste de concert mariée à Philippe. Suite au surmenage de Philippe, la famille déménage dans une maison de campagne près de München. Leur vie calme et idyllique vole en éclats lorsqu'un jour la police se présente à leur porte pour saisir tous les appareils électroniques de Philippe et pour l'interroger. Bim bam boum, Arthur. Eh bien écoutez, moi c'est un film que j'adore. C'est un film qui a plein de petits défauts, qui a des sous-intrigues qui ne servent à rien, qui a des moments, des petites phrases qui sont pas bien délivrées, des dialogues qui sont mal écrits. C'est un film qui commence très mal parce que on s'ouvre sur ce couple d'artistes, on comprend que Léa Seydoux est une pianiste qui fait des œuvres contemporaines ultra bizarres, vraiment l'art contemporain comme je le déteste. Qui a l'air d'avoir des bourgeois qui n'ont pas de problème, etc. Pendant 15 minutes, je me dis, je vais souffrir. Et d'un seul coup intervient le sujet du film. Et le film devient, en fait, et là, ça m'a étonné, pas justement un film à message social, comme on t'a habitué de les voir, les drames canaux habituels, presque un thriller, en fait. Et une vraie enquête du point de vue de la police, mais aussi du point de vue de cette femme qui va se poser la question en permanence de où se situe la vérité par rapport à ce que je sais, par rapport à mon couple. Je vais en dire le moins possible parce que je pense que la surprise fonctionne vraiment fort quand on ne sait pas comment se déroule l'histoire, mais j'ai trouvé l'écriture remarquable. Je trouve qu'elle réussit, Kreutzer, à éviter tous les virages pathos possibles. Elle a réussi à vraiment rendre le truc le moins difficile à regarder alors qu'elle aborde un sujet qui est atroce. Et puis c'est un film qui m'a permis de me rappeler que Catherine Deneuve est une actrice. Parce qu'il y a une séquence. Pas une grosse merde seulement ? Non. Parce que c'est Zaza qui l'a dit. Hein. C'est Zaza qui l'a dit. Si c'est Zaza qui le dit, en vrai, on a souvent tendance à la croire. Non, mais Catherine Deneuve, elle fait souvent les mêmes choses. Elle fait souvent les mêmes rôles, avec le même dialogué, avec le même, voilà, à part 8 femmes à la limite un peu récemment. Et encore récemment. Ça a 20 ans. Bah attendez les gars, vous avez un autre film de Catherine Deneuve, vous la trouvez vraiment remarquable ? Oui. Le film de Koreeda tourné en France. Ouais. Que j'ai pas vu, my bad. Mais le fait est que là, il y a un moment, une séquence où Léa Seydoux lui dit une phrase, et là, Catherine Deneuve fait un truc avec son regard qui m'a scotché la gueule. Je trouve que c'est un film qui mériterait d'être reconsidéré et que je trouve vraiment formidable. Sophie. Alors, moi, je suis dans la team d'Arthur. Je suis un petit peu moins séduite que toi, étonnamment. Et pourtant, j'aime globalement bien cette ambiance de thriller autour de la pédophilie. On pourra couper cette phrase et la sortir de son contexte de manière très très nocive. C'est horrible. Non, en fait, le film, pour moi, questionne plusieurs sujets. Le premier, c'est: est-ce que l'amour peut disparaître immédiatement et est-ce que c'est une course contre la montre quand tu as vraiment envie que ton amour disparaisse pour quelqu'un avec qui tu as fait famille ? La deuxième, c'est en fait c'est un sujet très politique en ce moment et on s'interroge beaucoup sur la différence entre pédophilie et pédocriminalité parce qu'il y a beaucoup plus de pédophiles qu'on ne le croit, mais tous ne passent pas à l'acte. Il y en a qui disent que c'est un vrai débat, hein. Est-ce que c'est une maladie mentale, est-ce que ou pas, il y a plein de choses dessus et je pense que le film flirte avec ce questionnement sur est-ce que quelqu'un qui met en ligne des contenus pédopornographiques et qui du coup semble-t-il en consommer, a-t-il pu passer à l'acte ou pas ? Et vraiment, c'est. Et a-t-il représenté une menace au sein de son foyer, notamment pour ses enfants ? Pour son fils. Et donc, moi, ça m'interroge de l'avoir traité comme quelque chose d'un peu, en effet, pour le coup, d'un thriller un peu bourgeois. Moi, j'ai passé un moment assez tendu et je suis absolument fan du travail de Léa Seydoux de manière générale. Je trouve que c'est une actrice absolument incroyable. Et en fait, je crois à son espèce de. Elle suffoque pendant le film. Enfin, vraiment, elle le montre pas. Hein. C'est pas, elle passe pas. Mais vraiment, elle a une espèce de tension qui se meurt en elle. J'ai envie d'étouffer complètement cet amour et en même temps, celui pour son fils ne fait que prendre de plus en plus de place dans sa cage thoracique. Et voilà. Et donc, il y a des gros défauts selon moi. Pareil, un débalancement scénaristique qui le pénalise beaucoup. Mais je trouve que ça a sa place en compétition. Ça a une proposition intéressante. C'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. Moi, je pourrais vous en parler, mais je ne le ferai pas parce que c'est le premier film qui m'a mis un chaos technique. Ah, le chaos Montre à la main, j'étais à côté de toi. Montre à la main, 20 minutes. C'est-à-dire que la première partie du film, qui est manifestement la plus elle est pénible, m'a séché et je me suis réveillé globalement 45 minutes plus tard. Et donc, quand le mari commence à discuter de trucs de pédopornographie sur l'ordinateur, je me suis dit, écoutez, va te faire foutre, il est 23h30, je vais me coucher. Mais non, il était minuit passé déjà. Donc, moi, j'ai fait, refus d'obstacle. Simon.
Oui, moi c'est un film qui me pose beaucoup de problèmes, enfin que je reçois très mal. Et attention, je suis pas du tout en train de lui faire un procès du genre avait-il sa place, n'avait-il pas sa place, quel est le degré de sa réussite. C'est vraiment que certains films posent des principes de mise en scène et ou d'écriture très forts. Auquel on est rétif ou au contraire auquel on adhère. Moi j'ai été totalement rétif, je vais essayer d'expliquer pourquoi simplement et puis de pas trop m'apesantir parce que du coup moi j'ai vraiment même pas envie de parler du film. Il me semble que le film adopte un style qui est celui d'un entomologiste, quelqu'un qui étudie les insectes dans son petit aquarium. Parce que concrètement, on est toujours donc dans un cadre qui est très lumineux. Tu vois tout à l'image, il y a très peu d'ombre, il y a très peu de ténèbres, avec cette caméra qui est régulièrement un petit peu à distance. On est dans des cadres très composés, comme pour te rappeler qu'on observe à la manière des naturalistes du 19e siècle ce drôle d'insectes qui font des trucs bizarres avec leurs ordinateurs quand même. On te met souvent en accroche du plan un objet du quotidien. Tu vas avoir une scène, là ça me revient tout de suite, une scène dans la cuisine. T'as un plan fixe, 2 personnages qui se parlent, ça bougera jamais. Puis t'as un petit pot en accroche. Des trucs comme ça, comme pour te dire, regardez, nous sommes parfaitement objectif. Et c'est d'ailleurs ce qui, dans un premier temps, contribue à te rendre la chose absolument glaçante. C'est que tu as l'impression qu'on te décrit de manière froide, rationnelle, quasi documentaire, comment ça se passe quand, dans ta vie, la police arrive et dit « Bonjour madame, il y a un petit problème avec l'ordinateur de monsieur, ya ». Et le problème, c'est que le film, en fait, n'est pas du tout ça. C'est un mensonge. Et c'est vraiment un film pour moi qui me manipule en permanence. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas ça ? Parce qu'en fait, il n'a pas un personnage, il n'est pas sur cette famille, il est sur cette famille et sur les flics. Donc sur des personnages qui ont des degrés de compréhension de ce qui se passe et de perspective radicalement différents. Du coup, pour pouvoir mener ces deux trucs, il doit me mentir en permanence. Il y a des moments où je vois pas au bout d'une réflexion de la mère, donc je sais pas vraiment ce qu'elle pense. Pas parce qu'il y a du suspense ou machin, parce que en fait, c'est dans j'ai envie de dire l'univers, l'écologie du film, mais on me le montre pas. Il y a des moments où les flics avancent et posent des hypothèses, où on pose des conclusions, mais on me le dit pas. Pas parce que mais vraiment pour créer des purs effets, tantôt de sidération, de dégoût, de malaise, d'inquiétude ou de suspense. Un exemple tout bête, je crois que c'est la première ou peut-être la deuxième fois que le personnage de Léa Seydoux, que Lucie va donc au commissariat pour réclamer qu'on lui dise mais où en est l'enquête en fait ? Est-ce qu'il est accusé ? De quoi est-il accusé ? Quel est le degré de gravité ? Qu'est-ce que je dois faire moi pour mon enfant ? Je dois m'inquiéter à quel niveau ? Enfin bon, des questions évidemment légitimes. Et on va pas lui donner de réponse. Sans jamais t'expliquer toi pourquoi on lui donne pas de réponse, ce qui est un truc aussi que je trouve très malhonnête comme procédé. Et quand elle va partir, on va te laisser 5 secondes sur une image d'une vidéo sortie de l'ordinateur du père, mais une vidéo de leur vie de famille, pas une vidéo douteuse, une vidéo de leur vie de famille, il est en train de jouer dans le jardin avec son gamin, qu'on te laisse 5 secondes devant la caméra, et où ils sont en train de jouer à poil en été dans la piscine avec un tuyau d'arrosage, enfin un truc qui est arrivé à toutes les familles. Mais on te laisse ça 5 secondes sans te dire, est-ce qu'à la fin de cette vidéo il se passe un truc bizarre ? Qu'est-ce que la police est en train d'en faire ? Et en fait le film fait ça en permanence. Donc son côté, je veux te montrer le surgissement du réel et te raconter ça, pour moi est totalement, mais vraiment, est vraiment une falsification, et je considère que le film me ment en permanence pour me provoquer des effets sur moi qui sont systématiquement des effets assez pervers et désagréables. Donc à partir de là, j'ai pas envie d'entrer en dialogue avec lui, tout simplement. Un petit tour de palmomètre, puisque c'est un film en compétition. Il n'a pas de date de sortie encore pour le moment en France. Mais il a un distributeur, donc il en aura une. Moi, je pense qu'il aura rien. Mais Non, je pense qu'il aura rien. Mais il pourrait mériter. Moi, je pense qu'il pourrait mériter un scénario, par exemple. Moi aussi, je pense que c'est le scénario le plus solide du film. Ah, moi, je pense qu'il peut tout à fait partir avec de gros prix. Pas la palme, mais je pense qu'il peut partir. Un grand prix du jury ou un. Tout à fait, oui. Moi, je pense pas du tout. Sujet, force de sidération. Si, je pense qu'il peut partir. Ils sont beaux, mes zombies, ils ne sont pas très frais, un peu comme nous, et ils mutent. Après Dernier train pour Busan et Peninsula, le réalisateur coréen Yong Sang-ho retourne bichonner ses morts-vivants. Dans un gratte-ciel du centre de Séoul, une mystérieuse contamination se propage brusquement. L'immeuble est bouclé et toutes les personnes présentes confinées. Au départ, les infectés rampent comme des bêtes, mais peu à peu, ils évoluent et ils se transforment en des zombies gerboulax qui ressemblent peu ou prou à moi à 8h du matin après une sex-party. Yes. Simon, tu es surpris? Non, c'est pas ça, c'est que tu m'as un peu pris ma blague. Mais ok, pourquoi pas. Donc dans ce film de mort bavant, moi ce que j'aime beaucoup, et il n'y a pas forcément besoin d'en dire beaucoup plus, c'est à mon sens une des meilleures, sinon la meilleure adaptation de Resident Evil. Pourquoi ? Parce qu'on a une unité de lieu,
on a des zombies, on a un rythme relativement trépidant quand on est avec eux, j'entends. On a une manière de représenter leur agressivité qui, moi, me plaît énormément et me rappelle les plus grandes heures de mes fantasmes, notamment vidéoludiques, autour de la figure du zombie. Et puis, on a un changement de statut des personnages. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est complètement vulnérable, il y a des moments où on reprend le dessus sur la situation, des moments où on se refait bolosser par l'histoire, et à la fin, c'est le grand jeu et on va tout faire péter dans un grand climax. Et donc, moi, j'ai vraiment pris le film comme ça, film qui a des longueurs, des imperfections, plein de problèmes, mais qui m'a fourni un plaisir et un plaisir que je trouve extrêmement partageur et spectaculaire, adorable. Je vais être bref parce que en fait le problème du film majoritairement c'est son écriture. C'est un film qui est effectivement généreux, qui est bien loin des précédents films de Hong Sang-ho qui sont unanimement reconnus comme des catastrophes industrielles. Celui-là pour le coup est assez bien usiné, avec notamment un travail des chorégraphies. C'est ouf. Ah ouais, ce qui est super. Vraiment spectaculaire. Très 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 vraiment spectaculaire et très original. Donc les péripéties fonctionnent bien, les moments de tension fonctionnent bien. Sauf qu'il y a un moment, tu sais pas pourquoi, le gars se dit mais en fait j'ai un scénario, moi j'ai une mythologie, donc on va commencer à développer tout ça et c'est la mythologie la plus teuteux de l'histoire. Donc ce qui fait qu'à partir de là, malheureusement, le film devient pénible. Et pour rebondir sur ce que je disais sur le Sorogoyen, le voilà, le film qui dure 2 heures alors qu'il devrait durer 1h25. Et vraiment, c'est long. C'est long. Oui, on en sort. C'est un vrai petit plaisir. Vous allez pouvoir d'ailleurs le partager puisqu'il sort en salle tout de suite, le 27 mai. Et moi, je sais gré à Hong Sang-ho une entrée en matière redoutable. Ah oui. Le plan d'introduction dans ta gueule tout de suite. Dans ta gueule tout de suite, je vous le dis, c'est un type qui appelle les flics, qui dit il va y avoir un attentat terroriste, je suis l'antidote et je vais répandre une maladie dans un building. Point. Et le méchant est super. Le méchant, c'est un des personnages, et c'est peut-être même le seul personnage réussi, puisque là, c'est un vrai personnage dans l'esprit. C'est un personnage de manga. C'est un vrai personnage de manga, hyper caractérisé, hyper puissant. Enfin, je veux dire, voilà. Mais un peu de Resident Evil aussi. Ouais, j'ai répandu mon virus. Complètement. Et c'est effectivement, on va pas redire ça. C'est un vrai plaisir bourrin. Donc surtout, faites-vous plaisir. Moi, j'ai toujours un problème avec les scénarios où on a le sentiment que le réalisateur soit prend ses personnages pour des cons, soit prend le public pour des cons. Voire les deux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous explique quelque chose, il faut que ce soit expliqué 2 fois, appuyé par un flashback. Alors en plus, sa mythologie, franchement, c'est bête. Je pense qu'à partir de 8 ans, on a tout compris. Donc, même si ça fait un peu peur pour à partir de 8 ans. Et les personnages sont vraiment complètement débiles. Ils font que les mauvais choix. Et moi, j'ai toujours du mal quand on conserve et qu'on emmène jusqu'au bout le personnage le plus pénible du groupe. Donc ça, c'est un peu agaçant. Mais néanmoins, c'est un vrai petit plaisir. Ça fait plaisir de retrouver une certaine vitalité, en tout cas. Et comme l'a dit Alexis, les chorégraphies des zombies qui se déplient, replient, qui sont des gymnastes. C'est du contorsionnisme. Ouais, du contorsionnisme. Et c'est vraiment balèze. Super. C'est donc en salle le 27 mai, c'était en séance de minuit. Autre compétition, pas vraiment autre compétition, autre sélection, puisque nous allons à Un certain regard. Si vous êtes jeune et accro à Insta, ou si vous avez vu l'excellent et étrange Rotting in the Sun de Sébastien Silva, vous connaissez sans doute Jordan Firstman, et non pas Jason Freeman, acteur, Instagrammeur et star des nuits queers interlopes new-yorkaises. C'est précisément ce qu'il a choisi de filmer pour son premier long métrage en tant que réalisateur, Club Kid, en se mettant lui-même en scène. Peter organise des soirées queer où drogue et sexe jusqu'au petit matin s'enchaînent non-stop, et lui, ça n'est pas un zombie, pardon, lorsqu'une inconnue venue de Grande-Bretagne débarque chez lui pour lui abandonner un petit garçon de 10 ans dont il est le père. Nous y étions tous les 3, Sophie et Arthur, et on peut dire qu'on s'est pris une grosse mandale. Une énorme mandale. Oh là là. Quel plaisir de prendre des mandales comme ça. Ah oui, c'est vraiment du bonheur. C'est que du bonheur. En fait, ce que tu disais par rapport à Jordan Firstman, juste après je te laisse parler Sophie, c'est que tu l'as dit, on le connaît d'internet. Et donc moi, quand je t'ai dit ce film-là, faut qu'on aille le voir, je savais qu'il serait fun, je savais qu'il serait drôle. Je pensais pas qu'il serait aussi fun, et je pensais pas qu'il serait aussi drôle, mais surtout je pensais pas qu'il serait triste. Et aussi touchant. Et on a chialé, mais alors surtout maintenant tous les trois. Tous les trois. On a mais énormément. Vous avez peut-être un peu plus pleuré que moi, mais encore une fois, c'est un vrai bonheur de cinéma indépendant américain. C'est un film qui réussit exactement tout ce qu'il entreprend, avec jamais trop de faiblesse de mise en scène ou de paresse. En fait, il s'ouvre notamment sur une forme de dynamisme qu'il arrive très rapidement à poser avec une
une caméra. En fait, il commence dans un taxi et la caractérisation des personnages se fait avec une caméra qui tourne à 180 degrés en permanence avec les personnages qui évoluent. Et qui sont en train de faire la fête. Qui sont en train de faire la fête. Et t'as le mec du Uber qui a les écouteurs dans les oreilles. Ah putain, c'est vraiment eux que je suis en train de. Pitié qu'il n'y en ait pas un qui gerbe dans mon taxi. Enfin voilà. Et la caméra continue de tourner. Tu vois ces personnages et littéralement le film te dit je t'emmène dans un tourbillon. Tu vas prendre le ride avec moi et tu vas voir, ça va bien se passer. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous savez, je vais laisser les garçons parler un peu plus. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup touchée dans le film, c'est la représentation. Vous savez, les représentations, notamment parentales, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup au cinéma. C'est la première fois que je vois celle-là. C'est exactement la première fois que je vois un homme gay. Parce que Nicolas, il est gay, le personnage. Non. Vous êtes sûr? Ouais. Non, mais c'est la première fois que je vois un homme gay célibataire qui se retrouve avec une parentalité globalement en plus tardive, c'est-à-dire que c'est pas un nourrisson, c'est pas un enfant qu'il a cherché à adopter, quoi. C'est vraiment une paternité qui lui tombe dessus. Et c'est la première fois que je vois ça, avec toutes les maladresses que ça peut engendrer. C'est un film absolument bouleversant et qui, je trouve, malgré tout, est dans une tradition du film un peu doudou américain des années 90 que je trouve vraiment super chouette. Moi, j'y allais parce que, bon, évidemment, le sujet m'intéressait et que je connaissais Jordan Firstman de Rotting in the Sun, qui est un film que j'aime beaucoup. Mais j'y allais aussi avec un peu de doute parce que, voilà, personnalité d'internet, d'Instagram, qui passe à la réalisation pour réaliser son petit film où il se met lui-même en scène. J'ai l'air, oulala, l'ego trip va peut-être être un peu pénible. Et le film réussit, comme l'a dit Sophie, tout ce qu'il entreprend. Déjà, il y a une mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, la mise en scène est pensée, elle est réfléchie, le montage est pensé, elle est réfléchi. Ça va passer par les impondérables de ce petit garçon vient sauver cet homme en perdition et lui permet d'avoir un nouveau regard sur sa vie, mais ce sont des passages obligés, mais qui évitent et le pathos et les clichés et qui surprend toujours. Et surtout, il y a un tempo comique absolument dévastateur. Big up à la voisine. À la voisine. La voisine. Ah non, moi c'est le squatter azerbaïdjanais. Non, et puis surtout c'est un humour, il s'autorise des gags assez trash et assez vénère. Le t-shirt Björk. Ouais, le double gerboulax. Oui, le double gerboulax, c'est quand même. J'en ai entendu parler, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Le double gerboulax, le gag préféré de Sophie. Les enfants qui tombent. J'adore les enfants qui tombent. Il y a un enfant qui tombe, il y a un enfant du coup, il arrive à imprimer ce tempo entre émotion, rom-com, drame social, comédie extrêmement vénère, et puis surtout avec une connaissance du milieu queer, de ce que c'est que le milieu queer de la teuf vénère, donc avec un regard qui est à la fois un regard très tendre, mais aussi un regard un peu sévère sur ces excès-là. Bah en fait, ça coche toutes les cases. Moi, ça m'a emporté, j'y ai retrouvé certaines, je vous cache pas, certaines de mes nuits, certaines de mes interrogations. Enfin, c'est très très juste, c'est très beau, c'est très drôle. Enfin, c'est à ça que devrait ressembler le cinéma queer en particulier, le cinéma en général, le cinéma indépendant en général. C'est vraiment une grande réussite. Moi, j'ai déjà presque envie d'aller le revoir en fait. Ouais, moi aussi. Arthur. Pour compléter un peu ton propos en plus, parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, non seulement c'est un film qui est très drôle, mais c'est un film qui utilise différents types d'humour, parce qu'on l'a dit, il y a l'humour vraiment je pousse le gosse, il tombe, il y a l'humour je vomis par-dessus toi, donc c'est vraiment crasse-pouille. Il y a des jeux de mots, il y a des blagues sur des t-shirts, sur des références de purs trucs de sexe que si tu connais pas la scène queer, tu peux pas connaître comme ça. Et puis mis en rapport avec un enfant, donc t'es toujours au bord de ça passe, mais. Et puis parfois, t'as le personnage principal. Avec les enfants, oui, il y a des problèmes. Et puis t'as le personnage principal qui parle avec son meilleur pote, et son meilleur pote lui dit je t'ai pas dit, je me suis mis au fist. Normalement, dans une discussion normale. Donc c'est ce mélange-là d'humour. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que je t'en parlais tout à l'heure, Nico, en micro, mais c'est très drôle pendant 30-40 minutes, et puis petit à petit le drame s'installe, et donc on a un autre rythme. Par ailleurs, la mise en scène est toujours au diapason de l'histoire, c'est-à-dire qu'au début c'est la teuf, c'est énervé, la caméra elle fait n'importe quoi, elle s'amuse, et puis quand on se calme, mais toujours en réfléchissant au cadre. Et puis petit à petit l'humour revient de temps en temps, mais il y a des moments où moi, il y a une blague qui t'a beaucoup fait rire, Nico. Moi j'ai pas réussi à rire parce que j'étais encore trop en train de pleurer de la scène d'avant. Mais il réussit à essayer de cumuler les deux, il le fait extrêmement bien, ça joue superbement bien, et ça joue bien, alors qu'il y a Cara Delevingne qui n'est pas l'actrice la plus la meilleure du monde, reconnue après elle est parfaitement employée et elle avait rien de plus à faire. Et le gamin est super. Le gamin est super, la gestion de la musique est super, il y a beaucoup de choses à dire. Moi je suis vraiment
vraiment content pour Jordan Forsman qui puisse faire ça. C'est un film qui souffre des petits scories des premiers films également, parce que c'est un premier long. Et tant mieux. Moi, ça me le rend encore plus sympathique quelque part. Donc, à l'heure où on parle, le film n'a pas encore de distributeur. Si vous nous écoutez, s'il vous plaît, essayez de le rattraper. Ouais. Je sais que vous êtes sûrement à Cannes si vous êtes des distributeurs et que vous nous écoutez. Rattrapez-le, regardez-le. C'est un film qui peut trouver son public en France, on le sait. Et c'est un film qui mérite le grand écran, s'il vous plaît. Allez, très rapidement, une petite question vite fait posée au 3615. Vous hésitez évidemment pas à nous envoyer, on se fera un plaisir d'y répondre. Je suis lyonnais, chaque année j'adore aller au Festival Lumière qui me permet de découvrir plein de films de patrimoine dans une ambiance assez accessible au public. Je me demandais donc, est-ce que le Festival de Cannes est ouvert au public ? Est-ce qu'on peut y aller relativement facilement en tant que non-professionnel du cinéma ? Ou bien est-ce que c'est vraiment un événement réservé aux professionnels et aux accrédités ? C'est une question qu'on nous pose souvent, mais il n'est pas mauvais d'y répondre. Sophie ? Non, c'est pas du tout un festival qui est pensé ou qui est fait pour faciliter l'accès au public. Il est possible néanmoins de le faire, mais il faut avoir une volonté. C'est-à-dire que la pire idée, si vous voulez voir des films à Cannes, c'est de juste venir à Cannes pour voir des films. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est pas possible, il faut de toute manière avoir une accréditation ou choper des places. Il y a vraiment aucune accréditation, c'est-à-dire qu'il faut encore ticketer. Mais maintenant, et je l'ai remarqué depuis que les accréditations sont que les places sont numériques, c'est beaucoup plus compliqué d'en récupérer. Avant, les places étaient imprimées, fallait les chercher chez le distributeur ou les faire imprimer, et donc ça se filait de mano à mano avant la séance. Maintenant, c'est vraiment très compliqué. Il y a des passes qui sont faits pour les cinéphiles, c'est les passes cinéphiles ou les passes 3 jours. C'est pas dans les mêmes salles. C'est pas dans les mêmes salles, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est d'abord, de toute manière, le Festival de Cannes, c'est 3 festivals en un. C'est un festival beaucoup pour les paillettes, la croisette et l'industrie. Dans un deuxième temps, c'est l'industrie, le marché du film qui est tout aussi important que le festival en lui-même. Et ensuite, c'est quand même beaucoup pour la presse. En troisième roue du carrosse, mais c'est vrai que c'est pensé pour nous aussi. J'ai oublié de vous préciser que c'est une question qui nous était posée par Noé Padoubidou, même si j'aurais bien aimé 24 ans. Voilà. Et en parlant de Doubidou, bah oui. Et on ne peut pas terminer sans notre grande saga involontaire, je précise bien involontaire du festival. Tout le monde te croit. Le mail quotidien des pérégrinations, je vous jure. D'ailleurs, à un moment donné, il faudra qu'on en parle d'ici la fin du festival, de lever l'anonymat. Bref, le mail quotidien des pérégrinations cinéphilo pornographiques de Jean-Patrick Patoche, Doubidou avec un T, qui nous écrit: cher réalisé sans trucage tout attaché. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai vu Soudain, j'ai pas aimé. La vie d'une femme, j'ai pas aimé. Fatherland, ça non plus, j'ai pas aimé. Naggy Notes, au début, c'était pas mal, puis au final, j'ai pas aimé. Gentle Monster, ça c'était bien. Ah non, je confonds, j'ai pas aimé. Il y a juste Histoire parallèle pour lequel c'est différent. Celui-là, j'ai détesté. Ça veut dire que Jean-Patrick Patoche est arrivé à Cannes hier. Oui, d'accord. Voilà. Et il a pu voir 6 films en une journée. Oui, il doit avoir des contacts. Ouais, je pense. J'apprécie beaucoup de partager mon avis sur les films et mes critiques de cinéma. J'ai donc décidé de lancer mon podcast de cinéma. Il s'appellera Le cinéma sans S, c'est comme la vie au singulier. Tant qu'il y a de la bobine, tout attaché. Fermez les guillemets. Mon petit cousin... C'est catchy. C'est pas mal. C'est catchy. Pas mal. Mon petit cousin Léon Georges fera les bruitages. Ma question pour vous est la suivante. Est-ce que vous voulez bien être sponsor de mon podcast ? Parce que pour l'instant, je n'ai que Babou, des bons plans, des prix fous, donc c'est pas ouf. Amicalement, Jean-Patrick Patoche. Ouais, je veux bien qu'on soit sponsorisé par Babou. Ça me va. Ouais, c'est vrai. Je prends. Jean-Patrick Patoche, est-ce que vous pourriez nous donner les contacts pour avoir un partenariat avec Babou ? Monique Ranou. Ouais, n'importe quoi. Ben écoutez, on espère que vous allez passer une meilleure... allez voir Club Kid, Jean-Patrick Patoche. Bah, c'est ça, il n'y a pas que la compétition officielle dans la vie. Oui, hein. franchement. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Il faut qu'on se dépêche parce qu'on a un film à aller voir. Ça s'appelle Du sperme dans le gasoil, non ? C'est pas ça ? Non, du fuel dans les artères. Ah, pardon. On vous en reparlera. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête ou les autres sur le 3615 sans trucage. Au singulier. @gmail.com. Et n'oubliez pas que vous avez un code promo pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait pendant tout le festival. RST Cannes 26, tout attaché, tout en majuscule. Dans la description. 10% pendant 6 mois. et pour Babou Pour Babou, non, pour l'instant, il n'y a rien de conclu encore. Allez, bye les amis, et gloire à la cringène. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi, je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, toi. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.